C'est une région au centre de toutes les convoitises. Emmanuel Macron s'apprête à entamer une tournée stratégique au Vietnam, en Indonésie ou encore à Singapour, avec un objectif: renforcer la stratégie indo-pacifique de la France dans une région au cœur de rivalité avec notamment les États-Unis et la Chine. Alors pourquoi est-ce que cette région est aussi convoitée et qu'est-ce que la France cherche à y faire? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est une fin de semaine ensemble et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui rejoignent ce format ces derniers jours. Ça va faire 5 ans maintenant qu'on fait ce format et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui le suivent depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, je voulais juste vous remercier. Bon, alors pour commencer, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'Indo-Pacifique? Eh bien c'est en fait un immense espace géopolitique qui englobe, comme son nom l'indique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Voilà, en toute logique tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette explication de qualité. Bon, plus sérieusement, c'est donc tous les pays de la région. Ça va être les pays d'Afrique de l'Est, mais aussi d'Asie, donc la Chine, l'Inde ou encore l'Australie, l'Océanie jusqu'à la côte ouest américaine. Cette région, elle fait partie des zones économiques les plus dynamiques de la planète, alors que ce soit en matière d'économie avec les puissances mondiales qu'on a évoquées ici, mais aussi en matière de transport des marchandises. Il y a 6 pays membres du G20, donc les pays les plus développés au monde, qui sont présents dans cette zone. Et aujourd'hui, on estime que l'Indo-Pacifique va contribuer d'ici 2030 à la production de presque 60% de toutes les richesses produites dans le monde. Alors sur place, les États-Unis exercent une pression importante, une pression notamment d'un point de vue commercial, sauf si jamais vous dormiez sur les 3-4 derniers mois, ça ne vous aura pas échappé, mais depuis son retour au pouvoir, Trump a instauré des taxes douanières massives sur de nombreux pays, avant plus ou moins de revenir en arrière sur certaines de ses décisions. En fait, ça fait assez peu de doute, Trump en fait aujourd'hui un levier de négociation, et donc il va imposer des droits de douane élevés, puis les enlever, mais en mettant donc une forme de pression pour que les pays partout dans le monde négocient des accords qui seraient davantage favorables aux intérêts économiques américains. Mais face à cette offensive, il y a de nombreux pays de l'Indo-Pacifique qui réalisent de nombreux échanges commerciaux comme l'Inde, le Japon ou encore la Corée du Sud, qui cherchent désormais à repenser leurs alliances commerciales pour éviter d'être pénalisés par ces nouvelles taxes, éviter donc de trop dépendre des États-Unis et se tourner éventuellement vers des partenaires commerciaux jugés en quelque sorte plus fiable. Ça, c'est donc les États-Unis d'un point de vue économique. En face, on a la Chine qui exerce aussi une pression sur cette zone. On pourrait en parler pendant des heures, mais la Chine affirme aussi d'un point de vue géopolitique et militaire de plus en plus de revendications sur la région. Le conflit le plus connu, c'est celui concernant l'île de Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire et sur lequel elle n'hésite pas à intensifier régulièrement la pression militaire. Là-dessus, on avait fait un grand format il y a 2 ans maintenant sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Elle est encore d'actualité, je vous mets le lien directement en description. Il y a aussi un autre conflit dont on entend peut-être moins parler, notamment en Europe, c'est notamment les tensions en mer de Chine méridionale. C'est une zone stratégique qui est disputée par une petite dizaine de pays. En fait, la Chine revendique presque toute cette mer, y compris des zones qui sont très proches des côtes de ses voisins. Et en 2016, il y a un tribunal international qui a jugé que ces revendications n'avaient aucun fondement juridique. Sauf que la Chine a refusé de reconnaître cette décision et elle continue à ignorer le verdict. Sauf qu'en face, il y a les Philippines, le Vietnam ou encore la Malaisie qui revendiquent eux aussi ces zones, sauf que pour affirmer sa présence, la Chine construit des îles artificielles et y installe des bases militaires, ce qui, vous vous en doutez, crée bien souvent des tensions entre tous ces pays. Alors voilà donc pour le contexte géopolitique. Alors que vient faire la France dans tout ça? Emmanuel Macron se rendra dans la région du 20 au 25 mai. Il cherche donc à se montrer comme étant un partenaire fiable en quelque sorte dans la région, et notamment donc du fait des tensions qu'il y a pu avoir avec Donald Trump. Selon des proches d'Emmanuel Macron cités dans la presse, la France voudrait, je cite, défendre l'idée de règles du commerce international en ne souhaitant pas, je cite, une jungle où la loi du plus fort s'impose. Bon, et évidemment, là, c'est de la communication, c'est de la rhétorique. En disant ça, l'objectif pour le président français et pour la France, c'est d'apparaître comme une alternative face à la Chine ou encore face aux États-Unis. Alors au Vietnam, par exemple, la France pourrait développer de nouveaux projets dans les transports, les communications ou encore l'énergie du pays. Que ce soit au Vietnam ou encore en Indonésie, il y a notamment des projets de développement d'énergie nucléaire. C'est évidemment ici un enjeu économique, notamment pour des entreprises françaises, on pense ici à EDF. Mais il n'y a pas que des sujets économiques, il y a aussi en l'occurrence des sujets plus géopolitiques et militaires. Sur les sujets géopolitiques, Emmanuel Macron devrait notamment défendre la position actuelle de l'exécutif français, qui est celle d'une reconnaissance prochaine par la France d'un État palestinien. En tout cas, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. De nouveaux partenariats en matière de défense pourraient aussi être discutés. Dans tous les cas, ça me semblait intéressant de faire un point sur cette région-là et notamment sur les sources de tension au-delà de la question de la France, mais d'un point de vue plus global. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. On suivra évidemment tout ça dès la semaine prochaine. Pour l'actualité ce week-end, au passage, rendez-vous directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte, ou alors sur notre newsletter. Je pense que vous le savez.
savez. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé ce jeudi Israël à arrêter la guerre à Gaza. Il a déclaré, je cite, « Je vous demande de faire preuve de pitié. Ce serait bon pour vous et pour les Palestiniens. Ce serait bon pour l'humanité. » Selon l'OMS, près de 2,1 millions de personnes sont en danger de mort imminente dans la bande de Gaza et au moins 94% de tous les hôpitaux sont endommagés ou détruits alors que le nord du territoire palestinien est privé de presque toutes ses infrastructures sanitaires. Il a également ajouté qu'il était injuste de faire de la nourriture et du matériel médical une arme contre la population qui a été victime d'un important blocus imposé par Israël pendant plus de 2 mois. Selon Israël, près de 300 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza depuis le début de la semaine, mais d'après l'ONU, le volume de l'aide est, je cite, une goutte d'eau dans l'océan des besoins et est encore très loin de ce qui entrait dans le territoire avant le blocage de l'aide début mars. L'armée israélienne continue parallèlement de bombarder le territoire et au moins 16 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi, selon la défense civile palestinienne. Deuxième actu aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a retiré ce jeudi à l'université d'Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers. La raison, selon la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, c'est que Harvard, je cite, perpétue un environnement dangereux, hostile aux étudiants juifs, encourageant les sympathies pro-Hamas et utilisant des politiques racistes de diversité, d'équité et d'inclusion. Toujours selon elle, si Harvard veut de nouveau pouvoir accueillir des étudiants étrangers, qui représentent près d'un quart de ses élèves, l'université doit fournir dans les 72 heures toutes les informations dont elle disposerait sur de supposées activités illégales de ces étudiants étrangers dans les 5 dernières années. À la suite de l'annonce, Harvard, qui a déjà engagé des poursuites contre le gouvernement américain, a dénoncé une décision illégale et la Chine a elle aussi dénoncé une politisation de l'éducation alors que de nombreux étudiants chinois étudiaient à Harvard. Le gouvernement américain avait déjà supprimé plus de 2 milliards de dollars de subventions à l'université qui refuse de se plier à ces demandes, notamment concernant la suppression de certains programmes liés par exemple à la diversité, à l'équité ou à l'inclusion. À noter, tant qu'on parle de Donald Trump, qu'il a menacé ce vendredi d'augmenter à 50% les droits de douane sur les produits européens à partir du 1er juin contre 10% actuellement. Il justifie cette décision par la difficulté des négociations commerciales avec l'UE, qu'il accuse d'avoir été créée principalement pour exploiter les États-Unis sur le plan commercial. Il reproche à l'Union d'imposer de puissantes barrières commerciales, une TVA défavorable, des sanctions contre les entreprises américaines, des manipulations monétaires et des poursuites injustifiées. Selon lui, ces pratiques ont généré un déficit commercial de plus de 250 milliards de dollars par an avec les États-Unis, un niveau qu'il juge totalement inacceptable. Troisième action, on voulait revenir rapidement sur la mobilisation des taxis qui sont en grève depuis ce lundi, puisque les syndicats ont obtenu une réunion ce samedi au ministère des Transports en présence du Premier ministre François Bayrou. Ce jeudi, 1700 taxis se sont mobilisés dans toute la France, dont 960 à Paris, selon la préfecture. En fait, les chauffeurs de taxi dénoncent un projet de tarification du transport de personnes malades qui doit entrer en vigueur le 1er octobre. Concrètement, l'assurance maladie veut modifier la tarification des taxis conventionnés pour éviter la fraude. Ici, on parle donc de ceux qui transportent des personnes malades ou à mobilité réduite entre leur domicile et les centres hospitaliers qui étaient jusque-là pris en charge à 55% par la sécurité sociale. Selon les fédérations de taxis, cette réforme pourrait entraîner une baisse de chiffre d'affaires de 18 à 40% alors qu'ils doivent déjà faire face à la concurrence des plateformes comme Uber. À voir si le gouvernement décide donc de revenir sur sa décision. Quatrième actu, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a proposé de supprimer l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue. Cette déclaration, il l'a faite ce jeudi devant la commission d'enquête du Sénat consacrée à la lutte contre la délinquance financière. Selon lui, en fait, une telle mesure empêcherait la constitution de points de deal, mais le ministre a tout de même reconnu que cette solution ne pourra pas empêcher la livraison de drogue. En fait, il affirme que sans argent liquide, qui est intraçable, il serait plus simple pour les autorités et la justice de contrôler les transactions et de remonter jusqu'au dealer. À noter que même si l'usage des espèces diminue depuis plusieurs années en France au profit des cartes bancaires, 43% des paiements ont été effectués en espèces en 2024 selon la Banque de France. Pour lutter contre la fraude, les paiements en espèces ont déjà été largement encadrés en France. Il est par exemple interdit de régler plus de 1000 € en liquide, sauf entre particuliers. Alors attention, pour l'instant, c'est une simple déclaration du ministre, il n'y a pas du tout de projet de loi de prévu ou autre. Cinquième actu, une sécheresse inédite depuis des décennies frappe une partie du nord de l'Europe depuis plusieurs semaines, allant du Royaume-Uni au Danemark. Concrètement, dans le nord de l'Angleterre, les niveaux des réservoirs d'eau sont particulièrement, voire exceptionnellement bas selon l'agence de l'environnement. Aux Pays-Bas, pareil, il n'a jamais aussi peu plu dans le pays que depuis le début des relevés en 1906. Le nord de la France est lui aussi touché et est placé en vigilance sécheresse depuis lundi. A contrario, le sud de l'Europe est lui notamment touché par de très fortes pluies, comme c'est le cas en France, dans le Var. Selon la chaîne météo, cette sécheresse est due à un anticyclone qui oblige les zones de mauvais temps à contourner le nord
nord de l'Europe. Si cette situation persiste, elle pourrait réduire les futurs rendements des cultures que les agriculteurs sont en train de semer. À noter que le réchauffement climatique accentue ce type de phénomène météo avec des épisodes de sécheresse plus fréquents et plus intenses. Sixième actu, le Royaume-Uni envisage de rendre obligatoire la castration chimique pour certains délinquants sexuels. La castration chimique, c'est un traitement médical qui consiste à administrer des médicaments pour réduire la production d'hormones sexuelles, ce qui diminue la libido et les pulsions sexuelles du patient. L'objectif de cette mesure serait donc notamment de réduire le risque de récidive des délinquants sexuels, mais aussi désengorger des prisons surpeuplées, selon la ministre de la Justice britannique. Alors même si le projet est encore au stade de réflexion et que la castration chimique des délinquants sexuels est déjà utilisée dans certains pays, comme la Pologne, l'Allemagne, la Corée du Sud ou encore certains Américains, eh bien c'est une mesure qui fait énormément débat. De nombreuses ONG dénoncent l'éthique d'un tel traitement en mettant en avant le fait qu'il faut surtout financer davantage l'accompagnement psychologique des délinquants sexuels. Et on termine avec cette actu, après la Chouette d'Or, le parc vendéen du Puy du Fou a lancé lui aussi sa chasse au trésor pour retrouver une épée d'une valeur de 250 000 €. L'épée est cachée dans un coffre quelque part dans l'Europe de l'Ouest et pour la retrouver, il faudra résoudre 12 énigmes. Pour s'inscrire à la chasse au trésor, les formules sont comprises entre 39 et 129 €. Il avait fallu 31 ans avant de retrouver la Chouette d'Or, mais de son côté, le Puy du Fou a limité la durée du jeu à 5 ans. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Ce week-end, il y aura toujours les actus du jour ce samedi, parce que je pense que vous le savez, mais on continue à tester comme ça de faire les actus du jour le samedi. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit donc à demain.